Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Conférence de presse du ministre de la Santé et du secrétaire général adjoint du gouvernement ce jeudi. Ils sont revenus sur les grandes décisions du Conseil des ministres relatives aux dernières mesures prises contre la Covid-19. Rencontre entre une délégation de la Direction générale des douanes et les commissionnaires agréés de la plateforme douanière de Ilakodi. Au menu des échanges, les difficultés des transitaires et le respect des tests. Et puis en Tunisie, des élus montent au créneau pour exiger la fin des mesures exceptionnelles décidées par le président Kais Saied. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont échangé avec les professionnels des médias ce jeudi. Ils sont revenus sur certaines mesures prises en Conseil des ministres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le point de cette sortie médiatique avec Aristide Setti. Ils ont passé au peigne fin les 14 mesures urgentes prises mercredi en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont expliqué aux médias les raisons qui sous-tendent la prise de ces mesures avant d'inviter les Béninois au respect des dispositions. Au-delà de l'importance qu'ils revêtent dans le dispositif étatique et dans le maintien de la continuité du service public de la santé, les agents de santé devraient également constituer des exemples pour les populations. Est-ce que vous avez déjà fait le vaccin contre la Covid-19 attesté par votre carnet de vaccination? Évidemment, nous avons digitalisé et puis nous allons avoir des QR codes également qu'on peut vérifier pour nous assurer que les gens n'ont pas été falsifiés, puisqu'il y a un championnat de falsification toujours. Les gens n'ont pas été falsifiés des carnets pour pouvoir rentrer dedans. Donc nous vérifions pour voir si vous avez été réellement vacciné et vous accédez au site. Donc c'est ça le pass vaccinal. S'il y a un contrôle et que l'on voit qu'à une telle activité, une telle manifestation, il y a des participants qui n'ont pas le pass vaccinal, l'organisateur ou les organisateurs seront invités à en répondre. Pour ce qui concerne la fermeture ou non des lieux de culte une nouvelle fois, le porte-parole du gouvernement précise. C'est bien non, pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. Qu'il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. La signature de la fiche de consentement avant la vaccination a aussi été au cœur des échanges avec la presse. Si vous avez eu l'avantage d'aller dans un pays européen un jour pour vous faire soigner, même dans certains pays africains, vous allez constater que pour les plus petits gestes que vous devez, comme vous doit vous faire là, on vous dit, vous signez un document pour dire que vous avez lu et vous avez reconnu qu'on doit vous faire ça. Plus encore pour une tendance chirurgicale. Vous dites, oui, j'ai lu, on m'a expliqué tout ce qu'il y a dedans et c'est en toute connaissance de cause que j'accepte de le faire. C'est ça la pratique médicale. C'est ça qui devrait être. Et nous sommes sur la voie avec les réformes que nous avons eu à mettre en place au niveau du Bénin, avec la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, des conseils et autres, nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement sont repartis dans l'espoir de voir les Béninois se faire vacciner contre la Covid-19. Une délégation de la Direction générale des douanes a rencontré les commissionnaires agréés de la plateforme douanière de Ilakodi. La réunion qui a permis de passer en revue les difficultés des transitaires et de les sensibiliser au respect des tests. La nouvelle équipe dirigeante leur a été également présentée. Frédéric Espoir Mambou, Denis Marouya.
Le scandale qui a éclaboussé il y a quelques jours certains maillons de la douane béninoise n'est pas du goût des responsables de cette institution. Et pour redorer le blason, une réunion s'est tenue ce jeudi avec les commissionnaires agréés opérant sur la douane de Ila-Kondji. Ceci dans le respect strict des gestes barrières. Le directeur général précise ici les objectifs d'une telle rencontre. Chacun de sa position doit pouvoir respecter la réglementation. Chacun de sa position doit pouvoir accompagner les réformes. Et lorsqu'il arrive que vous avez des difficultés, il ne vous revient pas de chercher des moyens pour les contourner ou de prendre des initiatives vous-même en vue de régler les difficultés par des méthodes qui sont très peu orthodoxes. Pour ce faire, les disciples de Saint Matthieu et leurs partenaires vont rappeler les multiples réformes mises en œuvre pour accompagner les acteurs du transit. Nous assistons la douane dans la sécurisation de leurs recettes. La deuxième mission est de lutter contre la fraude et l'insécurité. La troisième mission est de moderniser l'administration des douanes et l'aider à renforcer ses capacités. Et enfin, la quatrième mission, et non des moindres, qui est de faciliter les procédures d'enlèvement et fluidifier la sortie des marchandises. L'occasion a été saisie pour présenter les nouveaux responsables au poste frontalier de Ila-Kondji. Et en prenant la parole, le nouveau chef brigade douane intérimaire donne le ton. Ceux qui sont vraiment prêts à se mettre dans les rangs devraient véritablement nous donner la main d'association parce que notre action les arrange ceux qui veulent suivre la réglementation. Donc nous voulons vous exhorter, ceux qui sont de bonne foi, à nous donner la main d'association, comme le DG le disait tout à l'heure, pour les dénoncer. Si vous les dénoncez, ce serait nous faciliter la tâche. Et nous vous assurons que nous ne ferons pas de partialité. Au vu des mots utilisés, on pourrait se convaincre de ce que plus rien ne sera comme avant. Et donc, les potentiels indélicats transitaires doivent le comprendre et rentrer dans les rangs. Les préfets, maires et acteurs de lutte contre les conséquences de la transhumance agro-pastorale étaient hier en atelier à Baume-et-Calavi. Ils ont échangé sur les différentes mesures indispensables pour une sédentarisation réussie. Juste Aimé Desfauti. Au cours de ces échanges, les participants vont valider le document élaboré par le comité mis en place par le chef de l'État. Un document qui porte sur les principales sources de conflits que sont les disponibilités de ressources. Nous savons que tout ça repose sur la disponibilité des ressources pastorales, la disponibilité en eau et aussi la dynamique de concertation qui existe ou n'existe pas entre les différents acteurs. Une rencontre qui est destinée à renforcer les mesures prises par le gouvernement pour une collaboration pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% l'aliment bétail pour limiter la mobilité du troupeau. Donc si les éleveurs peuvent aller acheter l'aliment bétail qui est à coût réduit, les animaux seront bien nourris et les dégâts dans les champs vont être également réduit. Selon le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, les autorités locales seront évaluées aussi sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la transhumance dans leurs communes respectives. La saison prochaine de transhumance va mieux se dérouler que ce qu'on a connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, même ce qu'on a connu l'année passée, puisque les élus sont de plus en plus conscients de leur rôle par rapport à la quiétude dans leur terroir. Et je pense que le ministre de la décentralisation l'avait dit la dernière fois, ça va même être pris en compte comme critère d'évaluation de la réussite d'un maire ou de l'échec d'un maire. Chaque année, affirment les acteurs, des dizaines de pertes en vies humaines sont enregistrées au Bénin avec des destructions de cultures et d'abattage d'animaux à cause des conflits entre éleveurs et agriculteurs.
En sport, pour leur entrée en lice dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les écureuils du Bénin ont battu les Barrias de Madagascar 1-0 à Antananarivo, un but de Steve Monnier à la 22e minute du jeu. Le Bénin se retrouve ainsi à la tête du groupe J. Suivez ici la lecture du match de quelques journalistes sportifs. Ils sont au micro de Justin Defodi. Avec la victoire à l'extérieur, nous devons saluer ça. Et maintenant, si on veut parler du match au-delà de l'euphorie, on peut dire tout simplement que ça reste beaucoup à faire parce que pour la durée du match, on n'a pas senti les Béninois en tant que tels. On n'a pas été dominé, mais tactiquement, l'équipe a répondu. C'est déjà aussi un point positif pour les écureuils du Bénin. Oui, d'entrée, quand vous commencez une compétition par une victoire, ça fait chaud au cœur, ça donne de l'envie de continuer. Je pense que c'est une très bonne opération d'aller arracher 3 points au pays des Malgaches. C'est une très bonne chose pour les Béninois. Maintenant, de façon générale, c'est vrai, ce n'est que la première journée. C'est une compétition où on aura 6 matchs à jouer. Donc on vient de gagner le premier match. C'est-à-dire bon, c'est bon pour le moral, vu que l'effectif de Dussieux est un peu diminué. Déjà, je suis très content pour Steve Monnier. Il vient de marquer son 9e but en sélection après 28 sélections. Et vous savez déjà que depuis la CAN, il n'a marqué aucun but jusque-là. Pour un attaquant de pointe, c'est un peu difficile. Donc, renouer déjà avec les buts, c'est très bien pour lui parce que jusque-là, il reste l'attaquant de pointe attitré des écureuils du Bénin. Maintenant, quand on prend le match dans son ensemble, c'est qu'il faut retenir déjà la victoire, ce qui est bien parce que c'est une belle entame de compétition pour vous. Parce qu'en pas des éliminatoires, vous avez 6 matchs à jouer. Vous gagnez le premier match, ce n'est pas encore la fin parce qu'il y a encore 5 matchs à jouer devant. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de se mettre dans l'euphorie parce qu'on a eu le piège de la Sierra Leone. Il fallait aller chercher juste un point, donc un match nul. Et on est passé à côté. Et là déjà on a 3 points, ça ne veut pas encore dire que le Bénin est à l'abri. L'actualité sur le continent, en Tunisie, des élus montent au créneau pour exiger la fin des mesures exceptionnelles décidées par le président Kaïs Saïed le 25 juillet face à la prolongation du gel des affaires parlementaires et de la levée de l'immunité des députés au nom de la lutte anticorruption. Ces derniers, principalement issus de l'opposition, craignent une remise en cause des acquis démocratiques en l'absence d'une feuille de route toujours attendue par la classe politique tunisienne. Une cinquantaine de députés, principalement de l'opposition, à avoir signé une pétition contre les actions du président Kaïs Saïed. Dans leur ligne de mire, les mesures exceptionnelles déclarées par le chef de l'État au lendemain de son coup de force du 25 juillet dernier, mettant fin aux fonctions du chef du gouvernement et suspendant l'activité des parlementaires. Initialement prévues pour une durée de 30 jours, ces mesures ont été prolongées par le chef de l'État le 24 août dernier pour une durée indéterminée. Kaïs Saïed vient décider à combattre la corruption et à nettoyer la scène politique tunisienne, fait cavalier seul faisant fi de toute critique de l'opposition. Pour les parlementaires signataires, c'est une atteinte aux acquis démocratiques de la révolution de 2011 et une entrave aux libertés fondamentales. Écoutez à ce sujet Yaïd Eloumi, député indépendant et ancien membre de Calb Tounes, la formation politique de Nabil Karoui. C'est une alerte en fait parce que les libertés fondamentales sont remises en cause, sont altérées d'une façon brutale à travers les agissements du président de la République qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, c'est-à-dire l'exécutif, tout l'exécutif, on n'a pas de gouvernement, le législatif puisque la dessous pratiquement de fait, il a dissous l'Assemblée, c'est pas un simple gel, et le judiciaire puisqu'il se proclame président du parquet. Nous, on demande à ce que cette crise soit résolue d'une façon politique, qu'il y ait un consensus, un débat au sein du Parlement pour, le cas échéant, promulguer une loi d'élection anticipée, de dissolution de l'Assemblée, de convocation à une élection anticipée, sachant que la priorité aussi aujourd'hui demeure l'institution de la Cour constitutionnelle, puisque la seule limite à cet arbitraire, c'est
l'indépendance de la magistrature. La cinquantaine de signataires exige des réponses claires et rapides de la part du chef de l'État, notamment sur la durée d'application des mesures exceptionnelles. À travers cette pétition qu'ils veulent citoyenne et démocratique, ils espèrent un retour au cheminement constitutionnel par la levée des restrictions imposées aux droits humains, la garantie d'un procès équitable pour les députés et les hommes d'affaires poursuivis, ainsi que la tenue d'élections législatives anticipées. Attaque terroriste dans un marché en Nouvelle-Zélande. Un homme a été abattu par la police après avoir blessé à l'aide d'un couteau 6 personnes, dont 3 grièvement. L'assaillant est un ressortissant sri-lankais et placé sous surveillance car présumé proche de l'État islamique. La première ministre néo-zélandaise s'est exprimée tout juste après l'attaque. On l'écoute. Ce qui s'est passé aujourd'hui est méprisable, haineux et injuste. Ça a été perpétré par un individu, pas une foi, pas une culture, pas une ethnie, mais une personne individuelle qui a été saisie par une idéologie qui n'est soutenue ici par personne ou par aucune communauté. Le bilan s'est encore alourdi à New York cette nuit, au moins 44 morts après le passage de la tempête Ida. Le bilan le plus lourd est pour le New Delhi avec 23 victimes, pour la plupart noyées dans leur voiture emportées par les eaux. Le mégapole enregistre de son côté au moins 13 décès. Le chef de la police new-yorkaise recense également de nombreux dégâts matériels. On l'écoute, il sera suivi de quelques habitants. Nos pensées et nos prières vont aux familles qui sont en deuil aujourd'hui. Le système de transport en commun a été extrêmement affecté par la tempête. Toutes les autres lignes de train ont été suspendues en raison de la montée des eaux. Je demanderai à tout le monde d'appeler vos voisins, votre famille et vos amis pour vous assurer qu'ils vont bien. Nous poursuivons les enquêtes et les contrôles dans les zones touchées par la tempête. C'est la première fois que je viens depuis la nuit dernière. L'eau a commencé à monter vers 23h, vers minuit 30 ou 1h, il y avait environ 1 mètre d'eau. Puis dans les 2 heures qui ont suivi, elle a atteint environ 2 mètres. Et ça a pris environ 7 heures pour qu'elle se retire jusqu'à maintenant. J'avais vraiment peur. Mon mari a dû se réveiller vers 4 heures du matin juste pour voir le niveau d'eau et où ça en était. J'étais terrifiée par ça, c'était ma peur. Je ne voulais pas que l'eau arrive dans l'appartement, donc j'étais effrayée. Je ne peux même pas compter mes pertes en ce moment. Vous savez, c'est comme ça que je nourris ma famille. J'ai 3 beaux enfants, une femme et une bonne affaire. C'est tout ce que je voulais dans ma vie, c'était mon rêve. Et j'ai l'impression d'avoir tout perdu maintenant. J'ai vraiment le cœur brisé par tout ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment revenir de ça. Maintenant, je ne peux même pas expliquer ce que je dois faire pour faire les choses bien. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.